Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans votre journal sur AR1 du samedi 3 avril 2021. Regardons ensemble les titres de cette édition. C'est ce soir à 19h que les mesures de restriction déjà en vigueur dans 19 départements seront étendues au reste du pays. Entre fermeture des établissements scolaires et fermeture des commerces non essentiels, l'ensemble des dernières précisions dans ce journal. Il s'est fait vacciner contre la Covid-19, étant personne à risque. Jérémy Laroche a reçu la première dose du vaccin Pfizer. Comment cela s'est passé? Quel regard porte-t-il sur la stratégie de vaccination? Réponse dans un court instant. Il sera avec nous depuis les Yvelines. Hier, un homme a foncé sur 2 policiers devant le Capitole à Washington, tuant l'un d'eux avant d'être abattu. Les dernières informations dans un très court instant. L'ensemble des navires en attente dans le canal de Suez depuis l'écoulement du porte-conteneurs Evergaven ont été débloqués. C'est ce qu'a annoncé les autorités. Résumé de ce phénomène dans notre reportage Décrypte. Hier a eu lieu la journée internationale de l'autisme. On estime à environ 700 000 le nombre de personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Retour sur cette maladie du trouble du cerveau avec nos journalistes. Fermeture des écoles, déplacements limités, accélération de la campagne de vaccination. Mercredi, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles restrictions pour lutter contre l'épidémie de coronavirus qui explose aujourd'hui en France. Les autotests sont désormais disponibles, ça sera dès le 12 avril prochain. En pharmacie, les assistantes maternelles ont interdiction d'accueillir les enfants. Les dernières précisions avec ce reportage signé Maïki Suplon. Après l'allocution du président de la République Emmanuel Macron mercredi soir, de nombreux Français se sont rués dans les gares pour se rendre dans leur résidence secondaire ou chez leurs proches pour tout le mois d'avril et certains pour le week-end de Pâques. Les écoles seront fermées pour une durée d'1 mois à partir de ce lundi. Les assistantes maternelles sont autorisées depuis le 2 avril à garder les enfants. Les autotests seront disponibles en France à partir du 12 avril en pharmacie. La stratégie vaccinale du gouvernement est à partir du 16 avril. Les personnes entre 60 et 70 ans pourront se faire vacciner. À partir du 15 mai, ouverture de la vaccination aux Français de 50 et 60 ans. À partir de la mi-juin, les Français de moins de 50 ans pourront, s'ils le souhaitent, et d'ici la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner. Plus de 9 109 776 Français ont déjà reçu une première injection. Et en parlant de vaccination, retrouvons tout de suite Jérémy Laroche qui s'est fait vacciner à seulement 18 ans, étant personne à risque. Il s'est fait vacciner ce jeudi contre la Covid-19. Bonjour à vous Jérémy. Alors, quelles étaient vos appréhensions avant de vous faire vacciner? Bonjour à tous. C'est en fait moi au début j'avais peur d'avoir mal en fait, hein. Mais au final la vaccination s'est très bien passée et c'est ma mère qui m'a conseillé. Alors, comment la première injection, vous, Jérémy, vous avez reçu la première dose du vaccin Pfizer. Comment s'est reçue donc la première injection? Et ben franchement, ça s'est plutôt bien passé. Et franchement, j'étais super content de l'avoir fait. C'était génial et je suis sûr qu'on va tous bientôt s'en sortir. J'en suis convaincu. Quel regard portez-vous sur la stratégie de vaccination du gouvernement en France? Quel regard portez-vous sur la stratégie de vaccination du gouvernement? Alors moi, ce que je trouve bien dans la stratégie de vaccination du gouvernement, c'est que le gouvernement veut d'abord en premier vacciner les personnes âgées de plus de 70 ans. Et ça, franchement, je trouve ça bien. Et pour moi, c'est le seul moyen pour qu'on sorte de cette crise sanitaire. On n'a vraiment pas le choix et donc il faut tous aller vous faire vacciner, c'est super important. J'insiste bien sur ça, c'est super important. Il faut aller vous faire vacciner. Merci beaucoup Jérémy Laroche pour toutes vos explications et vos précisions. Je le rappelle, vous avez reçu la première dose du vaccin
Pfizer. Partons à l'étranger, aux États-Unis, où 3 mois après l'attaque du Capitole, un homme au volant d'une berline noire a été attaqué. 2 policiers en fonction devant le Capitole ce vendredi à Washington. L'un des 2 hommes est décédé. Le suspect s'appelle Noah Green. Il a 25 ans et vient de l'Indiana. Il est issu de la minorité noire. Selon son profil Facebook, il suivait les presbytères de la Nation islamique, une organisation créée dans les années 1930, très active d'ailleurs dans les années 1960 et fondée par le religieux Louis Farrakhan. C'est une organisation controversée pour véhiculer des idées racistes contre les blancs et antisémites. Ses motivations restent encore à déterminer selon les informations sur place. Et restons à l'étranger à présent, où l'Ever Given, le porte-conteneur de plus de 220 000 tonnes et de 400 mètres de long, s'est coincé dans le sud du canal de Suez, à quelques kilomètres de la ville donc de Suez, le 23 mars dernier, et a bloqué cette voie stratégique pendant plus de 15 jours, qui voit passer environ 10% du commerce maritime international, selon des experts. Reportage décrypte avec Rodrigue Bedin et Émilie Dubac. Les cargos bloqués dans le canal de Suez ont pu repartir il y a quelques jours après l'annonce officielle de sa réouverture par les responsables égyptiens. Chaque jour, du pétrole, de la marchandise et du bétail traverse le canal de Suez. Après son ouverture en 1869, il est rapidement devenu un lieu stratégique puisqu'il relie l'Europe à l'Orient et à l'Extrême-Orient. Sa construction a permis de raccourcir le temps de trajet et donc de diminuer le coût financier puisqu'il évite de contourner tout le continent africain. Cette nouvelle route maritime a été percée en Égypte ainsi qu'elle connecte la mer Méditerranée avec la mer Rouge. En 2016, le pays a entamé de grands travaux afin d'agrandir le canal. Ils ont permis de l'élargir sur 35 km, soit près de 20% de sa longueur totale. L'objectif était d'augmenter le flux de trafic maritime, mais c'est avant tout une stratégie économique. En effet, l'Égypte demande à chaque navire de payer environ 500 000 $ pour traverser le canal de Suez. Ainsi, ces travaux ont vite été rentabilisés. Aujourd'hui, 10% du commerce mondial passe par cette route maritime, mais le canal de Suez est resté bloqué pendant une semaine à cause de la déportation d'un porte-conteneur de près de 400 mètres de long. Il s'est retrouvé de travers et coincé puisque le canal fait 345 mètres de largeur au maximum. L'Ever Given a ainsi empêché toute circulation. L'échouage serait dû aux fortes rafales de vent. Cependant, d'autres causes ne sont pas écartées. C'est grâce à la mobilisation de près de 200 personnes que la circulation des bateaux a finalement pu reprendre. Plus de 400 navires étaient bloqués. Ainsi, cet événement a eu de conséquences importantes. C'est le premier accident du canal de Suez depuis le début de la globalisation. L'Égypte a perdu beaucoup d'argent à cause de cette affaire. Ainsi, le gouvernement a pris des mesures dès le lendemain. Le président Al-Sisi a annoncé que le pays allait se doter de plus d'équipements adaptés pour être prêt en cas d'incident similaire. De plus, une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de l'accident. L'événement aurait révélé l'importance de ce canal, mais surtout que de nombreux pays sont dépendants de ce lieu de passage commercial et en premier lieu l'Égypte. Les approvisionnements de marchandises ont évidemment eu du retard. D'ailleurs, le directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime avait annoncé « On est dans des retards de remise en rayon de produits. On va aussi arrêter des chaînes de production pour quelque temps. C'est un peu le problème de ce monde qui vit avec la globalisation. Et des processus industriels qui dépendent des fois d'usines à l'autre bout du monde. » De retour en France, à présent, où le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite réformer la police et notamment leurs uniformes et leur matériel, en passant par leurs véhicules ou encore des armes. C'est ce que l'on voit avec ce reportage signé Bastien Lolire et Nicolas Ducas. Les policiers vont être dotés d'un nouvel uniforme, comme l'a révélé Gérald Darmanin le 12 mars dernier, à 24 écoles de mode et au lycée professionnel doté d'une filière métier de la mode, pour leur demander de réfléchir aux évolutions de la tenue des policiers. Une initiative qui passe assez mal auprès des étudiants des établissements concernés. Ils l'ont fait savoir, notamment sur les réseaux sociaux. Les uniformes actuels ont été créés en 2004 par la maison Balenciaga, rappelle Gérald Darmanin. Il s'agit d'un ensemble à dominante bleu marine composé d'une casquette, d'un blouson à doublure amovible, d'un pantalon bas droit et d'un polo bleu glacier. Mais le ministre de l'Intérieur, soucieux de répondre aux attentes des policiers,
souhaite revisiter la tenue et lui donner une apparence plus moderne, plus en phase avec les nécessités du terrain et les réalités de la société. Le Parlement avait voté des crédits supplémentaires pour renouveler le parc automobile de la police. Ces véhicules sont livrés dans les casernes et commissariats depuis décembre dernier. Il n'y a pas que le type de voiture qui a été renouvelé, la sérigraphie a changé aussi. Les nouvelles voitures dont a été dotée la police nantaise, comme celles des autres départements, sont grises et le bandeau police nationale bleu-blanc-rouge a été modernisé. Ces véhicules, jugés plus adaptés, notamment plus pour transporter les équipements, viennent moderniser la flotte qui s'enrichit aussi de 5 Renault électriques Zoé. Au niveau national, ce sont 1335 véhicules thermiques Peugeot 5008 et 1263 véhicules électriques qui sont venus renouveler la flotte du ministère de l'Intérieur. Tous en bleu pour le 2 avril. Non, je ne parle pas de foot ni de l'équipe de France, mais bien de la journée internationale de sensibilisation à l'autisme. AR1 s'engage, bien sûr. Les troubles de neurodéveloppement touchent 5% de la population, soit environ 35 000 personnes par naissance. Reportage de cette maladie qui touche de nombreuses personnes avec Rodrigue Bedin. C'est la journée nationale pour l'autisme. Et je tenais absolument à être ici aujourd'hui et à ne rien lâcher de ce combat que nous menons depuis 4 ans sur ce sujet. C'était ce vendredi les mots du président de la République Emmanuel Macron sur le terrain pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un handicap des troubles du spectre autistique qui, en France, représente environ 700 000 personnes, soit environ 1 personne sur 150. C'est avant les 3 ans de l'enfant que les premiers symptômes sont repérables par les parents, même si les diagnostics se font encore trop tard en France, après 6 ans pour beaucoup. Ces troubles se manifestent principalement dans 3 domaines. La communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, certains ne parlent jamais, d'autres répètent sans cesse des mots ou des phrases, on parle alors d'écholalie, d'autres encore ne manifestent aucune émotion et pas de sentiment. Les relations sociales qui se manifestent par des difficultés à comprendre et à partager les pensées et les émotions des autres, ils n'expriment généralement pas ou peu d'intérêt pour les jeux collectifs ou se faisant appel au faire-semblant. Le comportement, notamment des comportements répétitifs, il se concentre sur des activités et des intérêts souvent restreints. Les enfants autistes vont aussi exiger un mode de vie rythmé par des routines et le moindre changement peut provoquer chez eux une détresse ou d'autres réactions disproportionnées. Mais l'autisme peut également réveiller des talents et des génies, car le traitement des informations, qu'elles soient externes ou internes, sont spécifiques à chacun et entraînent un autre mode de pensée qui peut parfois permettre de développer certaines compétences, donnant lieu à des situations de handicap plus ou moins importantes. Ensuite, les prévisions météo, Pierre-Emmanuel Alter, ça ne change pas. Regardons ensemble les prévisions pour demain matin, dimanche. Vous retrouverez une matinée dans les conditions sèches et ensoleillées sur la plupart des régions. La grisaille sera toutefois présente de la Manche aux frontières belges, sur la région PACA notamment, avec un risque d'ondée. Demain après-midi, regardons la carte, l'après-midi, peu de changements, le soleil continuera de briller sur les 3/4 de l'hexagone, caché par de nombreux nuages, près de la Manche notamment, sur l'extrême sud et en Corse. Les températures de demain matin, retour des gelées sur certaines régions, attention, sur des températures relativement froides. Demain matin, il fera aller... Et les températures de demain matin, regardons la carte, retour des gelées sur certaines régions, sous des températures relativement froides. Demain matin, il faudra aller vers le pourtour méditerranéen pour retrouver des valeurs proches des 10 degrés. Les températures de demain après-midi, le thermomètre affichera des valeurs encore bien fraîches au nord, de 9 à 15 degrés, plus doux au sud, jusqu'à 20 degrés à Montpellier. Pour les jours à venir, votre lundi de Pâques sera lumineux et doux au sud, mais bien plus maussade au nord, avec un front pluvieux du centre à l'Alsace, suivi de giboulées mêlant grisaille et neige fondue. Température en chute libre, ensuite avec un même risque de neige en plaine sur le nord-est mardi et mercredi. Le soleil résistera bien sûr dans le sud du pays. Et c'est ainsi donc que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous 18h demain. Vous connaissez le rendez-vous avec On Podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute à 18h. Ce sera la rétro de l'actu. Mercredi,
Sur AR1, c'est à 16h et c'est Info Infox avec Théo Torné. La semaine prochaine, à samedi 10h, Romain vous accompagne pour le Mac Découverte, où je vous retrouverai d'ailleurs depuis l'estuaire de la Loire en Loire-Atlantique. Quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver dans 15 jours ici même pour l'information. N'oubliez pas, l'information se poursuit sur nos réseaux sociaux et sur notre compte Twitter notamment, AR1 Info. Passez une excellente journée, un bon lundi de Pâques et je vous dis à dans 15 jours. Merci. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour le Mac Découverte. Dans ce numéro inédit, Davian May nous emmènera découvrir en immersion l'estuaire de la Loire, entre Saint-Nazaire et Saint-Brévin-les-Pins. Puis Mathis Armand mènera l'enquête sur l'impact des bateaux de croisière sur l'environnement. À samedi prochain, 10h sur AR1.